Le Niger, vaste pays sahélien, est aujourd'hui l'un des symboles les plus forts d'une Afrique en pleine renaissance. Ce pays, autrefois sous l'emprise coloniale, est aujourd'hui un modèle d'indépendance et de fierté pour de nombreux jeunes et panafricanistes à travers le continent. Sous la direction d'Abdourahmane Tiani, le Niger s'efforce de dessiner un avenir où l'Afrique décide de son propre destin. Un continent qui aspire à se développer sans être dépendant des puissances étrangères. Le Niger veut désormais avoir la pleine maîtrise de ses richesses, symbolisant une Afrique qui ne souhaite plus être la chasse gardée de qui que ce soit. Cependant, l'histoire du Niger n'a pas toujours été un parcours de gloire. Comme de nombreux pays africains, le Niger a été marqué par la colonisation française et a traversé de nombreuses épreuves après son indépendance. Entre coups d'État, régime instable, gouvernance pro-Occident, sécheresse et défis économiques, le pays, malgré sa richesse en ressources comme l'uranium, a longtemps été classé parmi les nations les plus pauvres du monde. En plus de cela, il a dû faire face à des attaques terroristes, souvent présentées dans les médias occidentaux, comme provenant des groupes affiliés à Al-Qaïda. Mais aujourd'hui, avec son adhésion à la Confédération AES, Alliance des États du Sahel, aux côtés du Mali et du Burkina Faso, le Niger se réinvente. Ensemble, ces pays cherchent à affronter les défis communs auxquels ils sont confrontés et à poser les bases d'une coopération solide et durable. Pour comprendre le chemin parcouru par ce pays et les étapes majeures de son histoire politique, de la colonisation à son adhésion à l'AES, je vous invite à plonger dans cette histoire très intéressante qui mérite l'attention de chaque Africain. Alors restez scotchés jusqu'à la fin. L'histoire du Niger, c'est maintenant. Le Niger, pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, possède une histoire riche et ancienne. L'occupation humaine de la région remonte au néolithique, comme en témoignent les peintures rupestres du massif de l'Aïr et les objets en pierre taillée trouvés dans le désert. Des vestiges datant du 8e millénaire avant Jésus-Christ, dont des céramiques, et un cimetière du 3e millénaire avant Jésus-Christ ont également été découverts, illustrant la présence des civilisations avancées dès les temps préhistoriques. Au cours du 7e siècle, l'Empire Songhai émerge, avec Gao pour capitale à partir du 10e siècle. La région se convertit à l'islam au début du 11e siècle sous l'influence des rois de Kukia. En 1591, l'Empire Songhai est défait par les Saadiens, marquant le début d'une longue période où les Touaregs et les Peuls dominent certaines parties du territoire, tandis que les Aoussa règnent sur le sud. À la fin du 19e siècle, malgré les résistances locales, la région tombe sous domination française. Après plusieurs missions militaires, le Niger devient officiellement une colonie française en 1922. Pendant la colonisation, le pays traverse des périodes difficiles, notamment le travail forcé, des abus sexuels sur les femmes et la famine de 1931 qui cause la mort d'une grande partie de la population. Le chemin vers l'indépendance s'accélère après la Seconde Guerre mondiale. Les personnages comme Djibo Bakari et Amani Diori se démarquent sur la scène politique et le 3 août 1960, le Niger devient une république indépendante mettant fin à des décennies de domination coloniale. 3 mois plus tard, en novembre 1960, Amani Diori devient le premier président du pays. Mais qui est-il réellement? Comment est-il arrivé au siège suprême de Niamey et quel sera le destin du Niger sous sa direction? Issu de l'ethnie Djerma, Diori est né le 6 juin 1916 à Sodoré, un village à 12 km de la ville de Niamey. Il est le fils d'un fonctionnaire de santé publique dans l'administration coloniale française. Après avoir suivi une formation de professeur à l'école normale William Ponty située à Dakar au Sénégal, il enseigne dans les écoles régionales de son pays entre 1936 et 1938. Il devient ensuite instructeur des langues Zarma et Haoussa à l'Institut des études d'outre-mer à Paris. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la suite de révoltes et de revendications, l'Organisation des Nations Unies exhorte les puissances coloniales à permettre la participation de quelques intellectuels noirs à la vie politique des colonies. C'est dans ce contexte qu'Amani Diori, alors directeur d'école publique à Niamey, crée avec plusieurs collaborateurs le Parti progressiste nigérien PPN, dont il devient le leader.
En octobre 1946, il participe également à Bamako à la fondation du Rassemblement démocratique africain RDA, présidé par l'influent leader ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Son parti, le PPN, devient alors la section nigérienne du RDA. La même année, Amani Diori est élu député représentant le Niger à l'Assemblée nationale française. Au Palais Bourbon à Paris, il tisse une solide amitié avec Félix Houphouët-Boigny. Mais 5 ans plus tard, en 1951, il est battu aux législatives par son cousin nationaliste et indépendantiste Djibo Bakary. Bien que battu, il se fait très populaire dans le pays. Redevenu directeur d'école à Niamey, il est très proche du peuple. Et en 1956, ayant déjà une bonne partie du peuple avec lui, son ami Boigny use aussi de son influence pour faciliter le renversement de Bakary aux législatives au profit de Diori. Déjà député, Amani Diori occupe également plusieurs autres fonctions, notamment celle de conseiller municipal de Niamey, où le maire élu est son cousin et rival politique, Djibo Bakary. Un an plus tard, en 1957, il devient conseiller à l'Assemblée territoriale. Cependant, les relations entre lui et son cousin à la mairie de Niamey se détériorent rapidement. En conflit avec Bakary, jugé trop radical par les colos et par le RDA, Amani est poussé et est nommé vice-président de l'Assemblée nationale française. En 1958, Charles de Gaulle, de retour au pouvoir en France, est confronté aux aspirations d'indépendance, aux révoltes et aux revendications qui secouent l'Afrique. Il propose alors son projet de communauté française et un référendum où voter oui signifie intégrer la communauté, tandis que voter non équivaut à une indépendance immédiate. Amani Diori, comme son ami Houphouët-Boigny, très proche de la France, milite pour le oui auprès des autres leaders africains. Au Niger cependant, le chef du gouvernement est Djibo Bakary. Proche des véritables défenseurs de l'Afrique de l'époque, tels que Sékou Touré, Kwame Nkrumah et Julius Nyerere, il opte pour le non. Les Nigériens se retrouvent alors divisés entre deux visions politiques différentes. Mais après un vote encadré par les parachutistes français et manipulé par l'administration coloniale, favorable à Amani Diori, le oui l'emporte finalement et le Niger intègre la communauté française. Après le référendum sur la communauté française, des élections sont organisées au Niger pour élire une nouvelle assemblée territoriale. Amani bénéficie du soutien total de la France, tandis que la campagne de Djibo Bakary et de son parti le Sawaba est sabotée par les colons. Témoignage Djibo Bakary. Comme on pouvait s'y attendre, la campagne électorale s'ouvre au Niger dans des conditions essentiellement antidémocratiques. Depuis l'ouverture de la campagne, les fonctionnaires Sawaba sont systématiquement mutés de leur poste et des mutations de faveur sont prononcées pour permettre aux fonctionnaires de la coalition anti-Sawaba de mieux influencer le scrutin du 14 décembre, que les chefs de canton battent la campagne avec la bénédiction de certains administrateurs, matraquant et cravachant les mandataires de notre parti, que toutes les forces réactionnaires du territoire sont en branle pour fausser le résultat des élections, que le dispositif répressif mis en place pour le référendum se renforce de jour en jour par l'envoi massif de gendarmes et de gardes territoriaux au Niger, on ne peut pas prendre au sérieux la soi-disant neutralité administrative. Nous sommes convaincus que l'immense majorité du peuple nigérien fait confiance à notre parti et qu'il n'est pas possible de diriger ce pays en dehors du parti Sawaba. À l'issue d'un scrutin truqué, Amani devient président du gouvernement provisoire en décembre 1958, puis premier ministre en février 1959. À cette époque, le gouvernement français interdit tous les autres partis politiques. Le PPN, le parti de Amani, est l'unique parti autorisé. Le 3 août de l'année suivante, après des mois de négociations avec la France et les fameux accords de coopération signés, l'indépendance est proclamée. Mercredi 3 août 1960, par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien,
qui m'a placé à la tête de l'État en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Dans les premiers mois qui suivent l'indépendance, Diori fait de la diplomatie internationale sa priorité et parvient à intégrer le Niger au sein de l'Organisation des Nations Unies. Et le 8 novembre 1960, l'Assemblée nationale nigérienne, présidée par Boubou Hama, et où ne siège que le parti unique PPN-RDA de Hamani, élit Hamani Diori au poste de président de la République. Diori, désormais officiellement président, prend alors la tête d'un jeune État dont la seule richesse est un minerai convoité par les grandes puissances, l'uranium. Et très aligné sur les intérêts français, il fait de l'ancienne métropole son principal partenaire. Un partenariat qui, il faut le dire, ne lui est jamais vraiment profitable. L'attachement de Diori à la France se manifeste encore en 1961, lorsqu'il devient un fervent promoteur de la francophonie, œuvrant pour la défense de la langue française et l'expansion de la culture française à travers le monde. Il rejoue également le Conseil de l'Entente, créé par son ami Félix Houphouët-Boigny, pionnier indiscutable du système france-africain. Il tisse par ailleurs de solides liens avec un autre passionné de la langue et de la culture française, le France-africain, président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Sur la scène internationale, Diori réussit à se faire une place, mais sur le plan national, le Niger est frappé par une grave sécheresse qui déstabilise les principaux secteurs économiques du pays, à savoir l'agriculture et l'élevage. Pour apaiser les revendications des paysans et des entrepreneurs, Diori sollicite l'aide internationale pour financer la construction de points d'eau à travers le pays. Et la France est le premier pays à répondre à son appel. 3 ans après l'indépendance, en 1963, les relations entre le Niger, le Ghana et la Guinée sont très tendues. Sékou Touré et Kwame Nkrumah le traitent de point d'entrée du néocolonialisme français. Ses voisins vont jusqu'à vouloir couper les relations diplomatiques avec celui qu'ils traitent de marionnette de la France. Outre le Ghana et la Guinée, le Dahomey entre aussi en conflit avec le Niger au sujet d'une petite localité à la frontière que les deux pays partagent. Sur le plan continental, le Niger est mal. Et dans le pays, en novembre 1964, on parle de coup d'État manqué organisé par son cousin Djibo Bakary et facilité par le Ghana de Kwame Nkrumah. Face à la menace qui pèse alors sur son pays, Djibo Bakary reçoit le soutien de son grand ami et protecteur, le général de Gaulle, qui lui envoie des parachutistes français et des équipements militaires pour assurer sa sécurité. Bien qu'une grande partie de la population soit favorable au retour de Bakary, Hamani Diori parvient à consolider son pouvoir. Il favorise également les Samarias, des structures traditionnelles regroupant des jeunes filles et garçons affiliés au parti unique, le PPN. Et sans opposition, il est réélu en 1965 et en 1970. Cependant, sa réélection en 1970 est marquée par plusieurs problèmes. À partir de cette année-là, son gouvernement est entaché par une corruption généralisée et une famine catastrophique qui se répand dans tout le pays. Des troubles civils éclatent suite à des allégations de détournement des stocks d'aide alimentaire par certains ministres. De plus, le gouvernement est incapable de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour atténuer les effets de la famine. Dans ce contexte tendu, Diori se tourne encore vers la France. Mais le nouveau président Georges Pompidou ne l'apprécie pas autant que son prédécesseur. Les relations entre les deux hommes sont loin d'être idéales. Face à des besoins financiers croissants, il exige que la France augmente les paiements pour l'uranium nigérien. La réponse négative de Paris le met en colère. En 1973, alors que l'Europe est confrontée à la crise pétrolière, il tente de reprendre le contrôle des vastes gisements d'uranium de son pays, toujours exploités par des sociétés françaises. Il commence aussi à se questionner à haute voix sur la question du franc CFA.
Avec ces manœuvres, le divorce entre lui et la France de Pompidou est consommé. Son principal soutien le lâche. Dans le pays, la situation ne s'améliore guère. De fortes sécheresses frappent la région. Les populations souffrent du manque d'eau et la famine ainsi que le manque de besoins alimentaires de base rendent le président de plus en plus impopulaire. De plus, la corruption s'intensifie. Plusieurs ministres détournent des fonds et se comportent comme des tyrans face à des populations en proie à la malnutrition. Les fonctionnaires et les militaires passent des mois sans recevoir leur salaire. Au sein de l'armée, la colère monte. Nombreux sont ceux qui estiment que le régime est incapable de gouverner. La décision est donc prise de le renverser et cette fois-ci, la France ne le protège plus. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1974, un coup d'État éclate contre le président Amani Diori, mené par le lieutenant-colonel Seyni Kounché, nouveau chef d'état-major. Des soldats dirigés par le lieutenant Gabriel Cyril s'introduisent dans le palais présidentiel de Niamey. Ils capturent Diori et assassinent son épouse. Tous les responsables du gouvernement sont arrêtés par les putschistes, tandis que le président déchu est emprisonné à Tinder. Amani Diori, premier président de la République du Niger, a été placé au pouvoir par la France malgré la préférence du peuple pour Djibo Bakary. Cependant, lorsqu'il a tenté de relever la tête et de renégocier les contrats sur l'uranium, il était abandonné par ses alliés au moment où le pays traversait une période difficile sur le plan interne. Il lui était alors presque impossible de déplacer ses soutiens diplomatiques, d'autant plus que son renversement était déjà soigneusement planifié en coulisses. Le coup d'État a réussi, le président est emprisonné. C'est alors Seyni Kounché qui devient le maître de Niamey. Il est le deuxième président du pays. Kounché est né en 1941 dans une famille princière à Zarma, à Damana Fando, dans le département de Filengue. Après ses études primaires, il entre à 13 ans à l'école de Kati au Mali en 1944, puis à celle de Saint-Louis au Sénégal. Au sein de l'armée française, il sert en Indochine et en Algérie et devient sergent en 1957. Peu après la cession de son pays à l'indépendance le 3 août 1960, il intègre les nouvelles forces armées nigériennes et est promu lieutenant le 3 août 1961. Il est l'adjoint du capitaine Bala Arabé Chaveye. Après avoir suivi l'école de formation des officiers à Paris, il devient chef d'état-major adjoint des forces armées nigériennes en 1965, puis chef d'état-major en 1973, succédant à Bala Arabé. Le 15 avril 1974, il dirige le coup d'état contre le président Amani Diori, renversant un régime affaibli par la mauvaise gestion de la sécheresse et les scandales liés à la famine. Le coup d'état, bien que justifié par la nécessité de sauver le pays du chaos, inaugure une longue période des régimes militaires. Dès sa prise de pouvoir, il respecte les accords de coopération signés par Diori avec la France. Il installe un régime autoritaire et militaire. Des opposants politiques sont traqués, emprisonnés. Certains sont assassinés. Il supprime la liberté d'expression. Il prend le contrôle des principales institutions de l'État et concentre tous les pouvoirs entre ses mains, devenant le chef de l'État, ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. Les tentatives de coup d'État marquent cependant les 5 premières années de son régime. En août 1975, puis en mars 1976 et en octobre 1983. Les instigateurs de ces putschs manqués seraient les commandants Baïré Moussa et Ahmed Moudou, secrétaire général de l'Union des travailleurs nigériens. La tentative de coup d'État de 1983 serait perpétrée par Amadou Oumarou, dit Bonkano, pour l'uranium, ainsi que de quelques aléas climatiques. Les sécheresses répétées, notamment celles de 1984 et 1985, aggravent la situation économique et accentuent la dépendance du Niger à l'aide internationale. Bien que son régime soit principalement militaire, il tente d'ouvrir le gouvernement aux civils. Il nomme 4 civils au gouvernement, puis un premier ministre civil, Oumarou Maman. Il encourage également la rédaction d'une charte nationale préconstitutionnelle qui, bien qu'approuvée par référendum, reste consultative et non élective. Sur le plan continental, des tensions se développent avec le Nigeria, menant à la fermeture des frontières entre les deux pays. Parallèlement, des frictions émergent avec la Libye, Kounché accusant Muammar Kadhafi de soutenir les Touaregs dans leur rébellion contre son régime. En mai 1985, des affrontements éclatent à Tchin Tabaraden entre l'armée nigérienne et les Touaregs.
Kounché bénéficie alors du soutien des États-Unis et de la France, deux pays qui dépendent de l'uranium nigérien pour leur programme nucléaire. 2 ans plus tard, en 1987, vers la fin de son règne, Kounché est affaibli par des problèmes de santé. Diagnostiqué d'une tumeur au cerveau, il est transféré à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où il décède le 10 novembre de la même année. Son successeur, le général Ali Saïbou, chef d'état-major, est désigné pour prendre la tête de l'État. Le régime de Séini Kounché est souvent perçu de manière contrastée. D'un côté, il a instauré une certaine stabilité au Niger après une période marquée par l'instabilité et la famine sous son prédécesseur. De l'autre, son pouvoir était très autoritaire avec des violations des droits de l'homme et une économie largement dépendante de l'uranium et de l'aide internationale. Son héritage est donc celui d'un leader qui, malgré quelques tentatives d'ouverture, est resté fidèle à un modèle de gouvernance militaire. L'homme qui lui succède est son cousin, Ali Saïbou. Né le 17 juin 1940 à Dingajibanda, dans la région de Oualam, il accède au pouvoir en 1987 lorsque le Conseil militaire suprême CMS le désigne pour remplacer Kounché. Les officiers des forces armées nationales, réunis en séance solennelle ce samedi 14 novembre 1987, décident à l'unanimité et par acclamation de confirmer au poste de président du Conseil militaire suprême, chef de l'État, le colonel Ali Saïbou, fait à Niamey le 14 novembre 1987, les officiers des forces armées nationales. Merci. Le 17 novembre de la même année, il est officiellement confirmé dans ses fonctions de chef d'État. Dès son arrivée au pouvoir, il s'aligne sur les fameux accords de coopération avec la France. Il adopte une politique beaucoup plus conciliante que celle de son prédécesseur. Connu comme l'homme de la décrispation, il initie un processus de libération politique en déclarant une amnistie générale pour les prisonniers politiques, y compris ceux impliqués dans les tentatives de coup d'État. Il fait également libérer l'ancien président Amani Djouri, qui avait été emprisonné par Kounché après son renversement en 1974. En 1989, il supervise l'adoption d'une nouvelle constitution par référendum, marquant le début de la Deuxième République. Grâce à ce texte, il est élu président avec 99% des voix, mais dans un contexte de parti unique, puisqu'il crée le Mouvement national pour la société du développement, le MNSD, qui devient alors le seul parti politique autorisé dans le pays. Cependant, dans les années suivantes, les pressions internes et internationales pour l'ouverture politique et démocratique se font de plus en plus fortes. Proche de Paris, il répond à ces pressions en permettant l'adoption d'une nouvelle constitution en 1992 qui ouvre la voie à des élections multipartites. Conformément aux orientations déjà fixées par le CESON, j'annonce aujourd'hui notre option pour le multipartisme afin de permettre une meilleure manifestation des opinions et des sensibilités qui traversent notre pays. Cette ouverture marque une rupture avec le régime autoritaire précédent et pose les bases d'une transition vers un début de démocratie. En 1993, il organise les premières élections présidentielles multipartites. Mamadou Tandja est le candidat de son parti, dont le candidat qu'il soutient. Cependant, il accepte les résultats et cède pacifiquement le pouvoir à Mahaman Ousmane, le premier président démocratiquement élu du pays. Son retrait pacifique du pouvoir constitue un moment charnière dans l'histoire politique nigérienne. Ali Saïbou a joué ainsi un rôle majeur dans la transition politique du Niger, passant d'un régime militaire autoritaire à un système démocratique multipartite, bien qu'il ait dirigé le pays pendant une période de grande instabilité. Son engagement en faveur de réformes démocratiques et son acceptation de la transition pacifique sont des aspects essentiels de son héritage. Mahaman Ousmane, né en 1950 à Tsinder, est une figure clé de la politique nigérienne. Formé en économie monétaire et financière en France et au Canada, il rentre au Niger en 1980 où il entame sa carrière politique. En janvier 1991, il fonde la Convention démocratique et sociale, CDS, un parti d'inspiration sociale démocrate qui jouera un rôle central dans la transition démocratique du Niger.
Le 27 mars 1993, lors des premières élections présidentielles pluralistes du pays, il est élu avec 55% des voix, battant Mamadou Tandja. Ce moment marque une rupture avec les régimes militaires. Cependant, son mandat est rapidement confronté à plusieurs défis. Comme de nombreux pays africains dans les années 90, le Niger fait face à une crise économique exacerbée par les politiques d'ajustement structurel imposées par les institutions internationales. Ces mesures, bien qu'elles aient pour but de rétablir l'équilibre économique, entraînent des tensions sociales importantes. Dans le pays, l'uranium est toujours exploité par les sociétés françaises. La corruption gangrène l'ensemble des échelons de l'État avec des détournements de fonds publics que les politiciens placent dans des banques en France. L'une des crises majeures du mandat de Ousmane est la rébellion touareg dans le nord du pays. Depuis les années 80, des groupes armés touaregs réclament une plus grande autonomie et de meilleures conditions de vie. Ousmane parvient à signer un accord de paix avec ces groupes le 24 avril 1995, mettant ainsi fin à une partie des combats, bien qu'en réalité, la question reste toujours sensible. La situation politique devient difficile pour Ousmane en raison des divisions au sein de l'Assemblée nationale. Un renversement d'alliance le met en minorité au Parlement, fragilisant ainsi son gouvernement. En février 1995, après avoir perdu des élections législatives, il est contraint de nommer Hama Amadou Premier ministre, bien qu'Amadou soit un allié de Mamadou Tandja, son rival politique. La présidence de Mahaman Ousmane prend brutalement fin le 27 janvier 1996. Le colonel Ibrahim Baré Maïna Sara mène un coup d'état militaire et le renverse. Peu après, une élection présidentielle truquée est organisée en juillet 1996, au cours de laquelle Baré remporte la victoire face à Ousmane, consolidant ainsi son contrôle du pouvoir. Bien que renversé, Ousmane reste un acteur majeur de la politique nigérienne. Après sa destitution, il continue à participer activement aux affaires publiques et conserve une influence notable à travers son parti, la CDS. Mahaman Ousmane incarne l'une des premières tentatives démocratiques du Niger, marquée par la transition complexe entre l'autoritarisme militaire et la gouvernance civile. Ibrahim Baré Maïna Sara, né en 1949 à Dongondonchi, est une figure militaire et politique controversée de l'histoire du Niger. Formé dans l'armée, il joue un rôle important dans les forces armées nigériennes avant de devenir président à la suite d'un coup d'État. Le 27 janvier 1996, il prend le pouvoir par un coup d'État militaire, renversant le président démocratiquement élu, Mahaman Ousmane. Ce coup d'État est motivé par des tensions politiques et une paralysie institutionnelle avec une impasse entre le président Ousmane et le premier ministre Hama Amadou qui avait provoqué une instabilité gouvernementale croissante dans le pays. Baré justifie alors son intervention en se présentant comme un homme capable de rétablir l'ordre et la stabilité dans le pays. Après avoir pris le pouvoir, il met en place une transition politique qui, selon lui, devait rétablir la démocratie. Cependant, cette transition est rapidement marquée par un manque de transparence et une répression accrue de l'opposition. En juillet 1996, il organise des élections présidentielles, mais celles-ci sont largement critiquées pour le manque de légitimité. Il est déclaré vainqueur avec 52% des voix, mais l'opposition et les observateurs internationaux dénoncent de lourdes fraudes électorales. Durant son régime, il suspend la constitution en vigueur, dissout les institutions démocratiques et instaure un régime autoritaire. Il consolide son pouvoir en s'appuyant sur les forces de sécurité et en réduisant au silence toute contestation politique. Son régime est marqué par un fort contrôle de l'État et une répression des libertés politiques. Sur le plan international, il cherche à maintenir de bonnes relations avec la France et d'autres partenaires occidentaux malgré les critiques de la communauté internationale concernant les conditions de son arrivée au pouvoir. Il se met alors vite vraiment à la disposition de Paris. Il poursuit également une politique économique axée sur la libéralisation en conformité avec les recommandations des institutions financières internationales. Cependant, son régime peine à résoudre les problèmes économiques chroniques du Niger, notamment la pauvreté, la sécheresse et la dépendance à l'égard de l'aide internationale. Le régime de Baré devient de plus en plus impopulaire, aussi bien parmi la population que dans les cercles militaires.
Il réprime durement l'opposition et fait face à les tentatives de coup d'État, ce qui contribue à l'instabilité croissante dans le pays. Le 9 avril 1999, lors d'une visite à l'aéroport de Niamey, Baré Maïna Sara est assassiné par des membres de sa propre garde présidentielle sous le commandement du major Daouda Malam Wanké. Cet assassinat met fin à son régime militaire et ouvre la voie à une nouvelle transition. Le régime de Baré est souvent perçu comme une période de recul démocratique pour le Niger. Son accession au pouvoir par un coup d'État suivi d'une gouvernance autoritaire et d'élections largement contestées a terni son image et celle du pays. Son mandat est également marqué par une tentative de réforme économique sous la pression des institutions financières internationales, mais les résultats sont très mitigés. Daouda Malam Wanké, né en 1946 à Yelou, dans la région de Tillabéri, est une figure clé de l'histoire politique du Niger en tant que militaire et chef d'État. Son court passage à la tête du pays entre 1999 et 2000 marque un moment crucial de transition après l'assassinat de son prédécesseur Ibrahim Baré Maïna Sara. Wanké, en tant que commandant de la garde présidentielle, joue un rôle central dans ce coup d'État militaire. Il est alors rapidement désigné chef d'État par le Conseil de réconciliation nationale CRN, composé de militaires influents. Il devient ainsi président du Niger et chef des forces armées, prenant la responsabilité de conduire le pays à une nouvelle transition. Contrairement à d'autres leaders militaires qui s'accrochent au pouvoir, Daouda entreprend rapidement un processus de transition vers un régime civil. Son régime, bien que militaire, se distingue par une volonté affichée de rétablir un ordre démocratique. En 1999, il organise un référendum constitutionnel qui aboutit à l'adoption d'une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution rétablit des institutions démocratiques et garantit des élections libres. Fidèle à sa promesse, Wanké n'est pas candidat lors des élections présidentielles organisées en novembre 1999. Ces élections, largement considérées comme libres et équitables, voient la victoire de Mamadou Tandja, un civil qui prend ses fonctions en décembre 1999. Le passage de Daouda Malam Wanké à la tête du Niger, bien que bref, est caractérisé par une gestion plutôt stable de la transition. Il parvient à maintenir l'ordre dans un contexte de tension post-coup d'État, tout en évitant la répression violente. L'un des aspects notables de son régime est l'organisation rapide d'élections et le retour à un régime civil en moins d'un an. Né le 31 décembre 1938 à Maïna Soroa, dans l'est du Niger, Mamadou Tandja est issu de l'ethnie Kanouri et de l'ethnie Touareg. Avant de devenir président, Tandja a une longue carrière militaire et administrative, ce qui a façonné son approche de la gouvernance. Il devient président du Niger à la suite des élections démocratiques de 1999 organisées après le coup d'État qui avait renversé Ibrahim Baré Maïna Sara et la courte période de transition menée par Daouda Malam Wanké. Il est candidat du Mouvement national pour la société du développement MNSD qu'il avait cofondé. En novembre 1999, il est élu président avec environ 60% des voix, marquant ainsi le retour du pays à un régime civil après une série de régimes militaires. Dès le début de son mandat, il s'engage à rétablir la stabilité politique du pays. Son gouvernement hérite d'un pays fragilisé par des années de coups d'État et de conflits internes, notamment avec les Touaregs. Il s'efforce de restaurer l'autorité de l'État tout en renforçant la décentralisation et les institutions démocratiques. Sur le plan économique, il profite de la hausse des prix de l'uranium, l'une des principales ressources du pays, pour stimuler la croissance. Cependant, le pays reste confronté à des défis majeurs, notamment une pauvreté extrême, une crise alimentaire récurrente et une dépendance accrue à l'aide internationale. En matière de politique étrangère, Tandja renforce les relations du Niger avec ses voisins et les grandes puissances, notamment la France et la Chine. En 2004, il est réélu pour un second mandat avec 65% des suffrages. Ce deuxième mandat est caractérisé par une certaine stabilité, mais aussi par des tensions croissantes. Il continue d'améliorer les infrastructures, notamment les routes et les écoles, grâce aux revenus de l'uranium. Mais son gouvernement est accusé de corruption et d'autoritarisme.
Pendant cette période, le Niger fait encore face à des défis sécuritaires avec la reprise de la rébellion Touareg dans le nord, alimentée par des revendications liées à la marginalisation de ces populations et à la soi-disant mauvaise distribution des richesses issues des ressources minières. Tandja adopte une approche ferme face à ces rebelles, préférant une réponse militaire à des négociations politiques. La fin de son deuxième mandat est marquée par une controverse majeure. En 2009, il tente de modifier la Constitution pour prolonger son mandat au-delà de la limite des 2 termes prévus par la Constitution de 1999. Il organise un référendum en août 2009 pour instaurer une nouvelle Constitution qui lui permettrait de rester au pouvoir pendant 3 ans supplémentaires et d'obtenir des pouvoirs renforcés. Ce référendum, largement contesté par l'opposition et la communauté internationale, conduit à une crise politique. Le référendum est approuvé, mais sa mise en œuvre est perçue comme un coup de force et Tandja dissout l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle qui s'opposaient à lui. Cette manœuvre provoque de vives critiques et l'opposition organise des manifestations massives contre sa volonté de rester au pouvoir. Le 18 février 2010, il est finalement renversé par un coup d'État militaire mené par le commandant Salou Djibo. Ce putsch, organisé par le Conseil suprême de la restauration de la démocratie, CSRD, met fin à son régime controversé. Le CSRD accuse Tandja d'avoir tenté de s'accrocher au pouvoir de manière inconstitutionnelle et promet de restaurer la démocratie. Tandja est arrêté et placé en résidence surveillée. Salou Djibo, un militaire. Il accède à la présidence du Niger à un moment crucial de son histoire. Né en 1965 à Namaro, il intègre l'armée nigérienne et se forme dans diverses écoles militaires nationales et internationales. Il devient une figure centrale à la suite du coup d'État de 2010 qui marque son passage à la tête du pays. Le 18 février 2010, le Niger est plongé dans une crise politique lorsque Salou Djibo, alors commandant d'une unité militaire, renverse le président Mamadou Tandja par un coup d'État militaire. Ce coup d'État est largement justifié par l'insatisfaction croissante envers Tandja qui, après avoir exercé 2 mandats présidentiels, a tenté de modifier la Constitution pour prolonger son pouvoir au-delà des limites légales. Le coup d'État met fin à la tentative de Tandja de rester au pouvoir, ce qui est perçu par certains comme un acte de restauration démocratique. Après le coup, Djibo devient président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD, une junte militaire et assume les fonctions de chef de l'État. Il s'engage rapidement à organiser une transition vers un gouvernement civil. Sous le régime de Djibo, son principal objectif est de rétablir l'ordre constitutionnel. Son leadership se distingue par sa volonté de redresser la situation politique du pays en mettant fin à une longue période de troubles institutionnels. Voici les points clés de son régime. Révision constitutionnelle. L'une de ses premières actions est d'initier une révision de la constitution nigérienne. Un référendum est organisé pour approuver une nouvelle constitution qui limite les mandats présidentiels à 2, renforçant ainsi les principes démocratiques. Organisation d'élections démocratiques. Djibo respecte ses engagements en organisation des élections législatives et présidentielles transparentes en 2011. Cela permet au Niger de revenir à un gouvernement civil. Ces élections aboutissent à la victoire de Mahaman Issoufou qui devient président en avril 2011. Neutralité politique. Tout au long de son mandat de transition, Djibo se tient à l'écart de la politique partisane. Il insiste sur le fait que son rôle est de garantir la stabilité et de rétablir la démocratie sans chercher à se maintenir au pouvoir. Réforme économique et sociale. Bien que son mandat soit principalement axé sur la transition politique, il supervise également des réformes économiques destinées à stabiliser le pays. La situation économique marquée par des difficultés financières et des problèmes sociaux nécessite des ajustements. Il réussit alors à imposer une certaine relative stabilité. Salou Djibo est largement salué pour avoir respecté son engagement de restaurer la démocratie sans chercher à prolonger son pouvoir. Sa gestion de la transition est considérée comme un succès ayant évité les pièges courants des régimes militaires qui s'accrochent au pouvoir. Djibo est perçu comme un leader pragmatique qui a su naviguer entre les défis militaires, politiques et économiques du Niger à un moment critique de son histoire.
Mahamadou Issoufou, un homme politique, a marqué son pays par 2 mandats consécutifs en tant que président de la République du Niger de 2011 à 2021. Né le 1er janvier 1952 à Dandaji, il s'est forgé une carrière impressionnante en tant qu'ingénieur, économiste et leader politique. Issoufou est le fondateur du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, un parti d'obédience social-démocrate. Il s'est présenté à plusieurs reprises aux élections présidentielles avant de remporter le scrutin de 2011. Son ascension au pouvoir est largement favorisée par la chute du régime militaire de Salou Djibo qui avait organisé la transition démocratique après le renversement de Mamadou Tandja en 2010. Il est élu président de la République en mars 2011 avec environ 58% des voix lors du second tour de l'élection présidentielle. Sa victoire est considérée comme un tournant démocratique important pour le Niger qui sort d'une période marquée par des coups d'État et des turbulences politiques. Il hérite alors d'un pays en proie à de nombreux défis, dont la pauvreté, la menace terroriste et l'instabilité régionale. Son premier mandat est cependant marqué par plusieurs priorités. Face à la montée des groupes terroristes dans la région du Sahel, notamment Boko Haram et les factions affiliées à Al-Qaïda et à l'État islamique, il place la sécurité nationale au cœur de son programme. Il renforce la coopération avec les pays voisins et les partenaires internationaux pour combattre ces menaces, en particulier dans le cadre du G5 Sahel, une organisation de coopération militaire. Il entreprend des réformes économiques avec pour objectif de diversifier l'économie nigérienne très dépendante de l'uranium. Il mise sur l'agriculture, les infrastructures et tente d'attirer les investissements étrangers, notamment dans les secteurs des ressources naturelles et des énergies renouvelables. Son gouvernement met en place des programmes pour améliorer l'accès à l'éducation et à la santé. Il lance notamment l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens pour lutter ainsi contre l'insécurité alimentaire et pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Le premier mandat d'Issoufou est marqué par un engagement à renforcer les institutions démocratiques du pays. Il organise des élections transparentes et respectueuses de la Constitution, affirmant son ambition de consolider la démocratie au pays après une longue période d'instabilité politique. Réélu en 2016 avec plus de 92% des voix, il entame un deuxième mandat où les défis sécuritaires continuent de dominer l'agenda. Cependant, son gouvernement se concentre également sur les enjeux socio-économiques. Il continue d'œuvrer activement pour la sécurité régionale en s'impliquant davantage dans le G5 Sahel, une organisation qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Il renforce la coopération militaire contre les groupes djihadistes et coordonne des actions conjointes avec les forces internationales, notamment la France, à travers l'opération Barkhane. Durant ce second mandat, il met l'accent sur la construction d'infrastructures, y compris des routes, des ponts et des centrales énergétiques, avec des projets visant à améliorer l'approvisionnement en énergie et à développer le potentiel industriel du pays. Bien que son régime soit salué pour la stabilité qu'il a apportée au pays, certaines critiques sont formulées sur la liberté d'expression. Des journalistes et opposants politiques sont parfois arrêtés, ce qui soulève des inquiétudes quant à la liberté de la presse sous son administration. Cependant, il fait preuve d'un respect scrupuleux de la constitution nigérienne en renonçant à briguer un troisième mandat, contrairement à plusieurs de ses homologues africains qui ont modifié leur constitution pour prolonger leur pouvoir. En 2020, il organise des élections présidentielles transparentes qui mènent à l'élection de Mohamed Bazoum, son successeur et ancien ministre de l'Intérieur. Mahamadou Issoufou quitte ainsi le pouvoir avec l'image d'un homme d'État ayant apporté la stabilité après des décennies de coups d'État et de crises politiques. Sa gestion des questions sécuritaires, bien qu'imparfaite, a permis de contenir partiellement la menace terroriste. Sur le plan économique, son bilan est mitigé, avec des avancées notables dans les infrastructures, mais des défis persistants en matière de pauvreté et de sous-développement. Mohamed Bazoum. Né en 1960 à Belabrine, dans la région de Difa, à l'est du Niger, au sein de la communauté arabe Oulat Soleiman. Il est un proche collaborateur de l'ancien président Mahamadou Issoufou et un membre influent du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya. Bazoum débute sa carrière politique dans les années 1990
au lendemain du retour du Niger à un régime démocratique après des années de dictature militaire. Il occupe plusieurs postes ministériels importants sous les gouvernements successifs, dont celui de ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur. En tant que membre fondateur du PNDS, Bazoum devient rapidement un personnage central du parti. Après 2 mandats de Mahamadou Issoufou, il est désigné candidat du parti pour les élections présidentielles de 2021. Cette succession préparée par Issoufou lui permet de bénéficier du soutien de l'appareil d'État et du parti. Il remporte l'élection présidentielle de février 2021 avec environ 55% des voix face à l'opposant Mahaman Ousmane, devenant ainsi le premier président du pays issu d'une minorité ethnique. Son élection est cependant très contestée par l'opposition, mais reconnue par la communauté internationale, notamment la France, pour qui il est prêt à respecter les anciens accords de coopération, c'est-à-dire accepter la continuité des opérations militaires françaises dans le pays et donner la priorité de l'exploitation d'uranium aux sociétés françaises. Soutenu par la France, il prend ses fonctions, mais dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment les menaces sécuritaires et les difficultés économiques. Son gouvernement hérite d'une situation complexe, avec l'expansion de groupes djihadistes dans plusieurs régions du pays, principalement à l'ouest et au sud-est. L'une des principales priorités de son régime est la lutte contre le terrorisme. Le Niger est un pays clé dans la guerre contre les groupes djihadistes au Sahel, et Bazoum poursuit une politique de coopération militaire avec les puissances étrangères, notamment la France, les États-Unis et l'Union européenne. Ces alliances militaires sont destinées à lutter contre les groupes armés comme l'État islamique dans le Grand Sahara et Boko Haram. Cependant, la présence militaire de tous ces géants n'empêche pas les terroristes de gagner du terrain. Et pire encore, des militaires nigériens disent avoir souvent reçu l'ordre des Occidentaux de ne pas tirer sur les terroristes. Comment vouloir exterminer les terroristes sans toutefois pouvoir les tirer dessus? Des questions sans réponse qui créaient déjà des ressentiments chez les soldats. Sur le plan national, le gouvernement Bazoum entreprend plusieurs réformes, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé. Le Niger, malgré son potentiel en ressources naturelles, reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Bazoum cherche à diversifier l'économie du pays et à attirer des investissements étrangers, notamment dans le secteur minier, uranium et pétrole. Cependant, il fait face à des difficultés économiques exacerbées par l'insécurité et la pandémie de Covid-19. Son mandat est marqué par une étroite collaboration avec la France, ancienne puissance coloniale, qui prétend jouer un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. La France maintient une forte présence militaire au Niger, dans le cadre de l'opération Barkhane, une initiative antiterroriste régionale. Bazoum soutient cette présence, contrairement à ses voisins du Mali et du Burkina Faso, qui adoptent une approche plus hostile envers la France après des coups d'État successifs. Cette relation avec la France suscite des critiques internes et externes. Certains estiment que Bazoum, en favorisant la coopération militaire avec la France, s'inscrit dans une continuité néocoloniale. Une partie de l'opinion publique nigérienne voit cette alliance comme une dépendance excessive envers l'ancienne puissance coloniale, perçue comme une ingérence dans les affaires du Niger. Dans un contexte de montée du sentiment anti-néocolonialisme français au Sahel, Bazoum fait face à des critiques croissantes de la part de segments de la population qui l'accusent d'être trop aligné sur les intérêts occidentaux au détriment des intérêts nationaux. Le 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est renversé par un coup d'État militaire orchestré par la garde présidentielle en réponse à plusieurs facteurs. Ce coup d'État est avant tout le résultat de l'insatisfaction de l'armée nigérienne face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, notamment dans les zones frontalières. En parallèle, les difficultés économiques grandissantes et les inégalités sociales nourrissent la frustration populaire, les promesses de développement économique n'ayant pas été réalisées pour la majorité des Nigériens. Bien que démocratiquement élu, Bazoum perd rapidement le soutien d'une partie de la classe politique, y compris au sein des forces de sécurité et de l'armée. Des désaccords sur sa gestion du pays et des tensions internes au sein de l'élite dirigeante affaiblissent son autorité. Une partie de la population, en particulier celle opposée à la politique pro-française de Bazoum, accueille favorablement le coup d'État.
Les manifestations en soutien aux putschistes à Niamey témoignent d'une fracture croissante entre le régime de Bazoum et l'opinion publique. Le coup d'État au Niger s'inscrit également dans un contexte régional d'instabilité, notamment au Sahel, où des coups d'État similaires ont eu lieu au Mali et au Burkina Faso. Les militaires nigériens semblent s'inspirer de ces précédents, où les frustrations face à la gestion de sécurité et l'influence française ont également joué un rôle central. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, condamne fermement ce renversement et exige la libération de Mohamed Bazoum, qui est placé en résidence surveillée. Cependant, malgré les tentatives de médiation, le régime militaire refuse de céder aux pressions internationales. La communauté internationale, représentée par l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies, réagit en imposant des sanctions au nouveau régime. Toutefois, leur incapacité à forcer un retour rapide à un gouvernement civil démontre les limites de leur influence dans cette crise nigérienne. Le 28 juillet, Abdourahmane Tiani est nommé à la tête du pays. Abdourahmane Tiani naît dans les années 1960 au Niger, dans la région de Tillabéri, une région frontalière avec le Mali et le Burkina Faso, qui sera plus tard au cœur des tensions sécuritaires au Sahel. Très peu d'informations précises circulent sur sa jeunesse et sa famille, mais il grandit dans un environnement modeste, marqué par les défis socio-économiques auxquels font face de nombreux Nigériens. Comme beaucoup de jeunes de cette région rurale, il se tourne tôt vers l'armée, vue comme une institution respectée et une opportunité d'ascension sociale. Son engagement militaire devient le fondement de sa carrière future. En 1980, il commence une formation militaire qui lui permet de gravir rapidement les échelons. Il se spécialise dans la sécurité nationale et est affecté à des postes sensibles. Ses capacités et son sens du devoir le valent de devenir un officier reconnu au sein de l'armée. Il suit plusieurs formations militaires au Niger et à l'étranger, notamment dans des pays partenaires comme la France, où l'armée nigérienne a souvent envoyé des officiers pour renforcer leurs compétences. Cela lui permet d'acquérir des connaissances stratégiques et tactiques tout en développant des contacts importants au sein des cercles militaires internationaux. Au fil des années, Tiani est impliqué dans plusieurs opérations de lutte contre les groupes djihadistes opérant dans la région du Sahel. Il est connu pour son approche stricte et disciplinée de la sécurité, ce qui lui vaut une réputation d'officier intransigeant et dévoué. Le tournant décisif de la carrière de Tiani survient lorsque Mahamadou Issoufou, président du Niger de 2011 à 2021, le nomme à la tête de la garde présidentielle. Ce poste stratégique lui confère des responsabilités majeures dans la protection du chef de l'État et des institutions républicaines. En tant que chef de la garde présidentielle, il se trouve au cœur du pouvoir. Il entretient des relations étroites avec Mahamadou Issoufou et son successeur Mohamed Bazoum. Sa position lui permet d'être un acteur influent dans les décisions sécuritaires majeures et d'acquérir une connaissance approfondie des rouages politiques et militaires du pays. Lorsque Mohamed Bazoum succède à Issoufou en 2021, Tiani conserve son poste à la tête de la garde présidentielle, ce qui témoigne de la confiance que le nouveau président lui accorde. Cependant, au fil du temps, des divergences apparaissent entre les deux hommes, notamment sur la gestion de la sécurité et les alliances militaires avec les puissances étrangères, en particulier la France. Le 26 juillet 2023, Abdourahmane Tiani mène un coup d'État contre Mohamed Bazoum, renversant le président démocratiquement élu. Cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire politique du Niger et dans la carrière de Tiani. Le coup d'État est justifié par plusieurs raisons. D'abord, Tiani et une partie de l'armée sont mécontents de la gestion de la sécurité sous Bazoum. Le pays fait face à une intensification des attaques terroristes et la coopération avec la France est perçue comme inefficace. Ensuite, des tensions internes au sein de l'appareil d'État et l'isolement de Bazoum jouent un rôle dans sa chute. Après avoir placé Bazoum en résidence surveillée, Tiani annonce la création du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, un gouvernement militaire provisoire qui prend les rênes du pays. Le CNSP déclare vouloir rétablir l'ordre et la sécurité au Niger et se fixe comme objectif de mener une transition vers un nouveau régime civil. Cependant, la durée de cette transition reste incertaine, ce qui soulève des préoccupations au sein de la communauté internationale. L'une des premières décisions de Tiani après sa prise de pouvoir
est de demander le départ des troupes militaires françaises présentes au Niger qui justifiaient leur présence par la lutte contre le terrorisme. Tiani, comme de nombreux Nigériens et certains militaires, considère que la présence militaire française n'a pas permis d'améliorer la sécurité au Niger. Les attaques djihadistes dans la région de Tillabéri, où il est né, sont la preuve pour lui de l'échec de cette coopération. L'armée nigérienne souhaite davantage de contrôle sur ses opérations militaires sans interférence étrangère. En évinçant la France, Tiani laisse la porte ouverte à d'autres alliances militaires. Il se rapproche notamment de la Russie via des discussions avec des acteurs comme le groupe Wagner qui opère déjà dans d'autres pays du Sahel. Ce choix reflète une volonté de diversifier les partenariats sécuritaires et de se distancer des anciennes puissances coloniales. Après le coup d'État, les relations entre le Niger et la France se détériorent rapidement. La France refuse de reconnaître le régime de Tiani et soutient activement Mohamed Bazoum. Tiani expulse l'ambassadeur français et ordonne le départ des diplomates français. Paris, en retour, suspend son aide économique et militaire et condamne fermement la prise de pouvoir militaire. La CEDEAO, tout comme la France, condamne le coup d'État et impose des sanctions économiques et diplomatiques au Niger. Elle exige la libération de Bazoum et menace d'une intervention militaire. Cependant, Tiani reste ferme. Soutenu par ses voisins du Burkina Faso et du Mali, qui se sont eux-mêmes opposés à la CEDEAO après des coups d'État similaires. Dans le cadre de la reconfiguration géopolitique régionale, Tiani joue un rôle clé dans la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, une confédération regroupant le Niger, le Mali et le Burkina Faso. L'AES est conçue comme une alternative aux alliances traditionnelles avec les puissances occidentales, en particulier la France. Elle vise à renforcer la coopération militaire entre les trois États pour lutter contre le terrorisme sans dépendre des interventions extérieures. Pour rejoindre l'AES, un pays doit partager une vision souverainiste, rejetant l'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures et misant sur des solutions africaines pour les problèmes africains. L'Alliance se veut également une plateforme pour mutualiser les efforts de défense face à la menace djihadiste. Les pays membres partagent également une vision critique des organisations comme la CEDEAO, perçues comme trop alignées sur les intérêts occidentaux. La politique actuelle au Niger, marquée par la prise de pouvoir du général Abdourahmane Tiani après le coup d'État de 2023, se caractérise par une rupture avec des alliances traditionnelles et un rapprochement avec des partenaires comme la Russie. Tiani cherche à renforcer la souveraineté nationale et la sécurité face aux menaces djihadistes tout en créant une alliance régionale, l'AES, avec le Mali et le Burkina Faso. Toutefois, malgré cette reconfiguration géopolitique, le pays fait toujours face à des défis économiques aggravés par les sanctions de la CEDEAO, tandis que la situation sécuritaire reste instable. À ce stade, les améliorations sont limitées et l'avenir politique et économique du Niger dépendra uniquement de la gestion de cette transition et des alliances qu'il parviendra à consolider. J'espère que ce bref aperçu retraçant l'histoire du Niger de la colonisation à aujourd'hui vous a permis d'enrichir vos connaissances historiques sur le pays. Je préfère m'abstenir de commenter personnellement la situation politique actuelle du Niger. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. C'était l'histoire du Niger.